Donc le thème c'est l'anxiété sociale et comme un point d'accès à une vie amicale et une vie affective. Cette intervention on l'a construit parce que avant de pouvoir accéder à une vie sexuelle, il faut quand même déjà aussi pouvoir accéder à une vie affective. Et c'est pour ça qu'avec l'association pour laquelle je travaille, on s'est dit qu'il serait intéressant que je vous parle d'un projet qu'on a mené au sein même de l'association, qui est encore en phase de recherche. Alors, je vais vous évoquer divers outils qui existent pour travailler sur l'anxiété sociale, et à la fin, je vous présenterai un outil qu'on a mis en place concrètement au sein de notre association. Vicente viendra témoigner de cet outil à la fin aussi, donc ce sera intéressant d'avoir le retour de quelqu'un qui a suivi et utilisé cet outil. Je vais me présenter. Donc moi je m'appelle Alexis Leclerc, je suis éducateur spécialisé et coordinateur du groupe d'entraide mutuelle autisme de Nice depuis 3 ans. Mais avant ça, j'ai fait beaucoup je me suis spécialisé dans l'accompagnement des personnes autistes et notamment accompagner des adultes parce que j'avais envie d'aller vers quelque chose, un public qui n'est pas intéressant pour les politiques publiques. Et les adultes autistes, on n'en parle jamais assez, et du coup, en tout cas, moi, ma volonté a été de travailler avec des adultes autistes, c'est pour ça que je travaille au groupe d'entraide mutuelle aussi. Et en ça, j'ai été auxiliaire de vie scolaire, voilà. Donc je suis quelqu'un très engagé pour l'inclusion des personnes autistes, et du coup, j'ai fait des formations. J'ai fait une formation aussi en paire aidance, je suis formé pour aider à la mise en place de la paire aidance. Je suis secouriste en santé mentale, et je suis certifié PIRS, alors vous vous demandez bien ce que c'est, mais je vous le présenterai à la fin. Parce que c'est l'outil qu'on a utilisé. Peut-être que certaines personnes le connaissent, parce que l'outil, on le découvre dans un documentaire sur Netflix. J'en parlerai après, du coup. Et je suis aussi formé pour prévenir au harcèlement. J'ai suivi une formation pour prévenir le harcèlement et intervenir quand on en est témoin. Et j'ai aussi écrit un livre avec une personne autiste qui sort en mois de janvier, qui s'appelle Il est autiste et alors. C'est la suite d'un premier livre qui s'appelle Je suis autiste et alors, qui a bien marché. Donc on a un tome 2 qui sort en janvier, mais je ne vous en parlerai pas plus que ça, puisqu'il ne sort qu'en janvier. Alors, d'abord, ce que j'ai envie qu'on voit, c'est de comprendre l'anxiété sociale, ce que c'est, quel impact ça a, quels mécanismes aussi sont utilisés. Ensuite, je vous présenterai des outils et des approches qui sont utilisées et qui vont aussi être utilisées pour rompre l'isolement social. En partie numéro 3, je vous parlerai du programme PIRS qu'on a mené pendant presque 2 ans au sein de notre association. Puis à la fin, je ferai intervenir une personne autiste de notre association qui pourra témoigner de son vécu. Et puis je pourrai répondre à vos questions aussi, si vous en avez. Alors du coup, cette intervention a été construite vraiment parce qu'on se rend compte que les personnes autistes sont souvent très isolées et soumises à une énorme pression dès qu'il faut socialiser avec d'autres personnes, et ça fait qu'elles développent fréquemment une anxiété sociale. Alors je précise que toutes les personnes autistes n'ont pas une anxiété sociale, mais c'est très fréquent et ce n'est pas inhérent au fait d'être autiste. C'est une conséquence d'un environnement inadapté et d'une mauvaise compréhension de la condition des personnes autistes. C'est pour ça d'ailleurs que cet outil a été créé et qu'on aborde ce thème. Donc l'accès à la vie amoureuse et affective pour les personnes autistes est forcément compliqué par cet aspect anxiété sociale. Donc on va d'abord définir l'anxiété sociale. L'anxiété sociale, c'est une forme de peur excessive qui intervient quand on entre en relation avec les gens. Ça a un impact dans tous les domaines de la vie, même à l'échelle commerçant, enfin, c'est quelque chose qui a un impact. Et dès qu'il faut parler en public, comme ce que je suis en train de faire là je suis anxieux, j'essaie de le cacher, mais je suis anxieux, alors je n'ai pas d'anxiété sociale, mais je reste anxieux. Les symptômes que je suis en train de ressentir, c'est-à-dire que pour le moindre geste de la vie quotidienne qui implique de parler avec des gens, il y a les mêmes symptômes physiques. C'est donc en réalité très handicapant, l'anxiété sociale. Et ça provoque de l'isolement du coup. Donc dans le monde du travail, évidemment, il y a un impact, puisque j'ai un exemple, j'avais rencontré une femme autiste qui était hôtesse de l'air, mais elle s'était orientée vers ce métier parce qu'elle était passionnée par les avions. Et elle s'était dit, mais vu que c'est dans mes intérêts et que j'adore ça, je vais travailler en tant qu'hôtesse de l'air, sauf que il n'y a pas de métier où on socialise autant que dans le cadre
de méthylotest de l'air, et en réalité, elle a fait un burn-out, elle n'a pas pu travailler en tant qu'hôtesse de l'air. Et en plus, c'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Elle était tout le temps en interaction, ce qui l'épuisait beaucoup. Et elle avait développé du coup une anxiété sociale fortement importante suite à ce métier. Les symptômes, ça va être des tremblements, de la sueur, rougir, des palpitations, de la nausée. Suite à ces symptômes, on va avoir peur du regard des autres, on va anticiper le moindre geste, la moindre situation sociale en amont, et on va surtout, et ça c'est une conséquence qui est très difficile, perdre en estime de soi au fur et à mesure. J'insiste sur l'estime de soi parce que c'est pareil quand on parle de vie amoureuse, mine de rien, oser aller vers l'autre pour une vie amoureuse, il faut avoir une bonne estime de soi pour pouvoir le faire. Au niveau des comportements, il y a des mécanismes d'évitement des situations sociales, et il faut savoir que quand on évite des situations sociales, ça va venir aggraver cette anxiété sociale puisqu'on ne s'y confronte pas. Je précise qu'il faut vraiment distinguer l'anxiété sociale de la timidité. La timidité, c'est passager et c'est, dans un petit contexte, c'est pas permanent. Et la timidité n'handicape pas tout le quotidien. Ça va être sur certains domaines. C'est important parce que c'est un cliché qui existe beaucoup. On confond beaucoup anxiété sociale et timidité. C'est vraiment pas la même chose. Là, moi, en l'occurrence, je pense que si je suis anxieux en vous parlant, c'est que je suis timide et impressionné. Mais dès que je vais sortir de la pièce, ça ira mieux. Alors, pourquoi on a mis en place et pourquoi on parle d'anxiété sociale, c'est qu'au sein du groupe d'entraide mutuelle aussi, d'ailleurs, je ne sais pas, vous savez ce que c'est qu'un groupe d'entraide mutuelle? Voilà, c'est des personnes concernées par une même problématique ou cause, ou il existe plusieurs types de GEM, en tout cas, nous, en l'occurrence, c'est un GEM autisme, se retrouvent, et l'objectif principal, c'est de rompre l'isolement social dans les GEM. Ce qu'on a constaté avec les adhérents de notre association, c'est qu'il y avait des véritables difficultés d'insertion amicale et affective. Les gens, quand ils arrivent dans notre association, sont souvent très, très isolés et viennent du coup vraiment aggraver leur anxiété sociale. Alors, ils ont déjà quand même une démarche quand ils viennent qui est « j'ai besoin d'une solution » puisqu'ils viennent d'eux-mêmes. Nous, c'est du volontariat, les gens viennent quand ils veulent. Et en discutant avec les différents adhérents, on s'est rendu compte que beaucoup de nos adhérents étaient célibataires, étaient en recherche de vie amoureuse, mais n'y arrivaient pas. Et avaient même peu d'opportunités pour pouvoir développer leur vie amoureuse. Alors, au niveau des manifestations de l'anxiété sociale, les personnes concernées redoutent le regard des autres. Je le précise aussi par rapport à l'autisme, notre société est envahie de codes sociaux implicites, jamais clarifiés, et les personnes autistes vivent dans notre monde, et du coup, ces codes sociaux qui sont déjà compliqués viennent l'être encore plus car ils ne sont jamais explicités. Ça veut dire qu'il faut sans arrêt être dans l'observation, et ça crée ce qui s'appelle la suradaptation quand les personnes autistes socialisent, qui va venir faire souffrir la santé mentale des personnes. Donc les manifestations, ça va être une grande inhibition dès qu'il va falloir aller en interaction. Voilà. Ce trouble, il affecte la vie de tous les jours, même au niveau scolaire. Enfin, je pense à l'exercice de l'exposé qu'on faisait tous quand on était gamin. Et pour une jeune personne autiste qui va avoir fait un exposé, les conséquences vont être importantes et physiques. D'autant plus, je précise, que les personnes autistes sont souvent victimes de harcèlement scolaire. L'anxiété sociale toucherait environ 7 à 10% de la population, selon l'OMS, et elle se développe souvent à l'adolescence. Et elle peut aussi être une conséquence du harcèlement. Il faut quand même savoir que le harcèlement scolaire, c'est un trauma qui reste à vie, en réalité. Et du coup, c'est aussi pour ça d'ailleurs que je me suis formé à accompagner le harcèlement, parce que c'est un sujet, je pense, qui est primordial, puisque ça crée des traumas qui restent toute la vie, même dans la vie d'adulte. Une personne qui a été harcelée à l'école, je trouve que c'est très mal géré par l'éducation nationale, même s'il existe des dispositifs, c'est encore un sujet, je trouve, qui est extrêmement mal géré, et les personnes autistes en étant souvent plus souvent victimes du fait de leur différence. Voilà. Donc il y a 7 à 10% de la population.
Alors il faut savoir qu'il existe des stratégies mises en place qui sont inefficaces. Les personnes qui ont de l'anxiété sociale, mine de rien, elles cherchent leurs propres solutions et elles mettent en place des solutions qui vraiment ne sont pas efficaces. Ça va soulager ponctuellement sur le moment un stress, mais malheureusement elles sont en réalité des stratégies qui vont venir aggraver cette anxiété sociale. J'ai parlé tout à l'heure d'évitement. Alors l'évitement, c'est vraiment une stratégie qui est très souvent mise en place. C'est vraiment éviter toute situation où on va être en difficulté pour résoudre. Donc ça peut être plutôt que de prendre rendez-vous chez le coiffeur avec le téléphone, ça va être de favoriser une application, etc. C'est une stratégie ça, qui existe grâce au progrès de la technologie, mais ça empêche la personne de se confronter à son anxiété en réalité. Et aussi, une autre stratégie, ça va être d'aller tout le temps en permanence demander aux autres, chercher de la réassurance, souvent par les proches. Alors ça soulage l'angoisse sur le moment, mais ça diminue l'autonomie et ça nourrit l'anxiété, puisque la solution en plus dépend d'une tierce personne, pas de la personne elle-même, elle n'a pas ses propres ressources. Il y a aussi la surcompensation ou le perfectionnisme, c'est tenter de contrôler parfaitement ses paroles, ses gestes, son apparence pour éviter le jugement, et ça va forcément générer plus de stress et d'autocritique, ça vient aggraver l'anxiété. Un autre aspect, c'est l'usage de substances. Donc l'alcool, c'est souvent l'alcool, mais l'alcool ou certains médicaments, avant une situation sociale, ça va être d'aller boire 3-4 verres de vin et de se dire, mais en vrai, ça, encore une fois, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais jeune et que je devais aller en boîte, je picolais avant d'y aller pour me dire, je vais pouvoir draguer facilement. Mais je le faisais sur des contextes qui étaient un peu festifs, etc. Mais en réalité, il y a un risque d'alcoolisme derrière. Derrière cette stratégie d'utiliser des substances, il y a un risque d'alcoolisme. Donc ces stratégies-là, à long terme, elles vont venir en plus entamer la santé mentale des personnes, alors qu'il existe des thérapies qui permettent justement d'utiliser ces mécanismes-là. Encore faut-il avoir conscience qu'on utilise ces mêmes mécanismes. Si je reprends l'exemple de l'alcool, je pense à une jeune femme autiste qui disait « mais non, mais moi c'est juste que j'aime bien boire un petit coup de temps en temps, prendre un apéro ». Mais bizarrement, l'apéro c'était toujours avant des rendez-vous. Ensuite, pourquoi agir sur ce lien social ? Quelle importance d'agir sur l'anxiété sociale ? Eh bien, faire du lien social, c'est un facteur qui protège la santé mentale. D'ailleurs, c'est le groupe d'entraide mutuelle, c'est ça en réalité. C'est faire du lien social avec des gens qui nous comprennent, des amis. Voilà, ça, c'est quelque chose qui protège la santé mentale. Ça permet aussi d'agir pour pouvoir réaccéder à une vie professionnelle. Mine de rien, créer du lien social, c'est aussi être plus à l'aise dans le monde du travail. Le lien social protège surtout de la dépression aussi. Plus on voit du monde, mieux on se sent, moins on est isolé, etc. Un aspect important aussi, c'est souvent de savoir comment on fait pour maintenir les liens. C'est quelque chose de compliqué. Si je vous demandais d'expliquer comment vous faites pour maintenir le lien, peut-être que vous sauriez me l'expliquer rapidement, mais en détail, comment on fait pour répondre à SMS, etc. Comment on fait pour faire comprendre à quelqu'un qu'on l'apprécie, qu'on a envie de le revoir. Voilà, c'est des choses qui peuvent être naturelles, qui ne le sont pas toujours chez les personnes autistes et qui demandent peut-être d'avoir de l'aide pour comprendre ces aspects-là. Les enjeux d'agir contre l'inclusion sociale, c'est pour favoriser l'inclusion. Est-ce qu'on parle d'inclusion ? Si la personne a une anxiété sociale, elle n'osera pas aller vers des environnements où elle pourra se sentir comprise et inclue. Ça commence souvent à l'école, l'anxiété sociale, donc le fait de mettre en place des projets, des outils qui sont en fonction de l'âge mis en place à l'école, etc., ça permet vraiment de mettre en place une inclusion efficace. Et puis, je me suis perdu un petit peu, pardon. Ça permet vraiment de participer à des activités de groupe, par exemple les sorties scolaires, etc. Je pense à un jeune que j'ai accompagné quand j'étais éducateur, il ne voulait jamais faire les sorties scolaires pour ne pas être confronté à être au milieu des autres, et il ne voulait pas pour autant que sa mère l'accompagne sur les sorties scolaires parce que c'était un peu la honte.
Mais du coup, il s'évitait des moments, malgré son envie et la motivation qu'il avait de vouloir faire une sortie, il préférait ne pas le faire. Donc là, il était dans une stratégie. C'était quel type de stratégie? C'était l'évitement, malgré sa motivation qui était importante. J'accélère un peu à cause de l'heure. Alors, il existe des outils. C'est des outils que je vais vous présenter, que je n'ai moi-même jamais expérimenté, parce que je ne suis pas psychologue, mais j'avais quand même envie d'en parler. Alors, les approches pour rompre l'isolement social, il y a les GEM, déjà, qui sont un bon moyen de rompre l'isolement social. C'est vraiment des lieux, moi j'y travaille, donc c'est des lieux où on voit les gens, quand ils viennent vers nous, sont souvent très isolés, ils nous disent « mais je ne vois personne, j'ai besoin de voir du monde, etc. » Et le fait d'être au milieu de personnes qui vivent la même chose qu'eux, déjà, je pense qu'il y a une barrière qui est enlevée. On va peut-être plus oser aller vers, parce qu'on sait qu'on sera dans un environnement bienveillant et compris, mais on sera compris par les autres. Par exemple, l'anxiété sociale, on a des groupes de parole dans l'association, et c'est vrai que sur l'anxiété sociale, c'est un groupe de parole qui revient fréquemment. Et les gens se donnent des conseils, se refilent des thérapeutes qui vont faire les thérapies dont je vais vous parler maintenant. Est-ce qu'il y a des psychologues dans la salle? Je vais parler de quoi, à votre avis? Oui, donc les TCC. D'ailleurs, vous pourrez venir donner un avis, enfin, si vous l'expérimentez vous-même, vous pourrez venir compléter ce que je dis, ce sera avec plaisir. Alors la TCC, c'est une méthode qui est éprouvée pour traiter l'anxiété sociale. Elle a deux axes. C'est une exposition graduée. On confronte progressivement la personne aux situations sociales qu'elle craint, et ça va réduire progressivement la peur et donner confiance, et permettre de gagner en compétences sociales. Il y a aussi de la restructuration cognitive. Ça aide la personne à identifier et modifier les pensées négatives ou irrationnelles qui vont lui venir, qui sont liées au jugement des autres. Et à votre avis, c'est quoi la suite? L'autre outil, psychologique. Une thérapie, non? Alors c'est une thérapie qui est vraiment la suivante, c'est ACT, vous connaissez? C'est issu du courant des TCC, hein, mais c'est vraiment spécifique pour accompagner à l'anxiété. ACT, ça propose une approche qui ne va pas faire qu'on élimine l'anxiété, mais plutôt qu'on apprenne à l'apprivoiser. On va d'abord définir les valeurs de la personne, et ensuite on va identifier des situations anxiogènes, et on va progressivement aider la personne à aller vers des interactions sociales avec son anxiété. Là, c'est vraiment, pour faire simple, apprendre la personne à faire l'autogestion. Elle va gérer elle-même son anxiété. Ce qui est pas mal avec ACT, c'est que c'est une thérapie normalement qui va assez vite. C'est aussi une thérapie qui utilise beaucoup d'outils concrets. La personne va repartir peut-être avec un exercice à faire, un support, où elle va avoir sous les yeux quelque chose qui peut la guider pour gérer son anxiété. Bon, il y a tout ce qui est atelier et groupe d'habileté sociale. Pierce, la méthode dont je vais vous parler, est un atelier qui mêle à la fois habileté sociale, à la fois les TCC, etc. En fait, c'est quelque chose qui mêle un peu tout ce qu'on vient de voir. Alors, dans les groupes d'habileté sociale, il y a des jeux de rôle, du modeling. Vous savez ce que c'est le modeling? Le modeling, c'est montrer un exemple et puis s'en inspirer ensuite pour sa vie de tous les jours. Le feedback vidéo, ça va être des vidéos qui sont montrées et on va faire un débriefing, peut-être. On va dire un débriefing de la vidéo. Et enfin, un aspect qui est important, c'est aussi un accompagnement par les pairs. Voilà, donc là, on est dans le savoir expérientiel. Du coup, il y a l'expérience d'une autre personne qui pourra venir accompagner durant ces groupes. Donc là, je ne vais pas m'attarder sur les groupes d'habileté sociale parce qu'en réalité, le PIRS, c'en est un, donc je vais vous le présenter. Mais c'est des groupes de 5 à 6 personnes avec des petits exercices à faire, etc. C'est très très utilisé avec les adolescents, pas du tout avec les adultes. Avec les adultes, ce qui est souvent utilisé, ça va être plus, des thérapies individuelles, mais il y a très peu de groupes pour les habiletés sociales qui existent pour les adultes. De la remédiation cognitive. Alors les ateliers, c'est des exercices de remédiation qui permettent d'améliorer le fonctionnement cognitif quand on est impliqué dans des interactions sociales.
Ça peut permettre d'améliorer l'attention, mémoire de travail et la flexibilité mentale. Flexibilité mentale qui est hyper importante quand on gère les interactions sociales. Flexibilité mentale, ça va être de savoir réagir en fonction de ce qui se passe. Et là, l'objectif, c'est vraiment permettre aux participants de comprendre les situations sociales et de s'adapter en fonction de ce qui se passe. Voilà. Et là, encore une fois, ça va renforcer l'autonomie dans les relations du quotidien. Les leviers collectifs et communautaires favorisent aussi la gestion de l'anxiété sociale. Alors là, ça va être des groupes de soutien, des cafés-rencontres, des activités culturelles ou sportives. Alors, j'y reviendrai, mais dans le PIRS, on utilise ce levier-là aussi. Il fait partie aussi de ce qui est proposé au sein de la méthode. Et c'est vraiment ça va encore une fois favoriser l'inclusion. Je pense au café-rencontre, par exemple, les groupes de parole qu'on peut faire vont aussi permettre aux personnes de mieux gérer leur anxiété sociale. Des dispositifs d'inclusion dans la CT, bénévolat, médiation sociale, c'est des choses que je conseille aussi. Par exemple, si une personne autiste a une anxiété sociale mais qu'il aime les animaux, un bon moyen, c'est déjà de faire du bénévolat dans une association de protection des animaux, parce que c'est aussi des lieux où il n'y a pas beaucoup de socialisation avec des gens, plus avec des animaux, mais il y en a un petit peu, et au moins ça restera un environnement bienveillant. En tout cas, pour débuter à se confronter à la socialisation, ça peut être un bon biais. On arrive au programme PIRS. Alors, je vais contextualiser un petit peu ce programme, pourquoi on l'a fait. On avait beaucoup de demandes de la part de nos adhérents, enfin beaucoup des adhérents qui s'inscrivaient pensaient que notre association c'était un club de rencontres amoureuses. Et c'est pas le cas du tout. Donc, mais plutôt que de rester en ignorant cet aspect-là, on s'est dit, mais si on trouvait un outil qui permettait, mine de rien, d'aller vers une vie affective. Du coup, j'ai cherché et j'ai découvert qu'il y a un outil, un seul, qui a été éprouvé comme efficace scientifiquement, c'est le PIRS. En fait, c'est le seul outil où il y a des données probantes, comme quoi il marche pour réduire l'anxiété sociale. Alors, pour précision, nous sommes en relation directe autour de ce projet avec la créatrice de l'outil aux États-Unis. Pour que vous compreniez, en fait, elle nous a dit vous pouvez avoir accès à l'outil, vous pouvez le traduire, vous pouvez l'adapter à la culture française. La seule chose que j'exige de vous, c'est une recherche. Je veux que vous pouvez le mettre en place uniquement si vous prouvez par une recherche que ça marche aussi en France. C'est ce qui fait qu'il est très peu développé dans le monde, mais parce que ça demande un énorme travail en amont, puisqu'il faut mener une recherche. Alors moi, je fais partie de la recherche. Je ne m'attarderai pas sur avec qui on fait la recherche, parce que je vais m'intéresser plus à ce que les gens ont vécu en suivant ce programme, et puis la recherche n'est pas encore terminée, de toute façon. Le PIRS, il a été créé aux États-Unis, à UCLA, par Elizabeth Loschen, et de base, elle l'avait fait pour aider les adolescents autistes à se faire des amis. C'était le projet qui était fait de base. Et donc, pour l'outil, c'est des sociologues qui ont fait un gros travail de recherche pour mettre en évidence parce que si je vous demandais comment vous faites pour socialiser, est-ce que vous arriveriez même à répondre en détail? Est-ce que vous trouveriez une procédure? Et encore une fois, si on va se baser sur la vie amoureuse, comment on drague? C'est des choses vraiment où moi-même je ne pourrais pas l'expliquer en détail. Oui, je peux vous donner des conseils, mais des conseils bateaux, mais en termes de comportement clairement observable, draguer c'est quoi? On ne sait pas vraiment répondre à ces questions-là. Donc elle a fait ce gros travail de recherche avec des sociologues et du coup elle en a tiré des compétences concrètes. Donc c'est une démarche qui est vraiment scientifique à la base. Et pour pouvoir accéder à ça, il faut faire la recherche. Alors le gros avantage, du coup moi j'ai fait la formation en anglais, donc je suis certifié PIRS, et ça nous a donné accès à toutes les ressources. Elle nous donne accès à toutes les ressources qu'elle a, et même avec les évolutions sociétales. Par exemple, si l'outil a été créé, je crois, il y a 12 ans, les réseaux sociaux, ça a évolué depuis, les codes de la société ont évolué. Et du coup, elle évolue en même temps. Elle réévalue en permanence les procédures. Du coup, on a accès à un drive, on a accès donc, à toutes les nouveautés
qu'elle peut intégrer à son programme. Cet outil, alors du coup, on l'a rencontré, on a pu lui poser des questions. C'est une femme qui était... aux États-Unis, c'est gratuit. Les gens qui veulent suivre ça, c'est gratuit, c'est financé par des hôpitaux, c'est gratuit. Et elle, pourquoi elle ne cherche pas à se faire de l'argent avec ce programme? Elle veut vraiment que les personnes autistes puissent avoir une vie amoureuse. C'était vraiment sa motivation. Et quand elle nous a fait la formation, à la fin de la formation, elle avait une sorte de fierté de se dire je forme des gens dans notre pays. Et elle avait les larmes aux yeux en disant mais répandez-le, si ça peut permettre des personnes autistes de rompre leur isolement social, allez-y. Voilà, donc c'est une dame qui, je trouve, avait la bonne philosophie pour créer ça. Alors, pour comprendre plus spécifiquement ce que c'est un programme qui est dit socratique, méthode socratique. Donc, on se repose beaucoup sur la participation des membres du groupe. C'est eux qui vont donner des réponses, avec des thèmes. Là, par exemple, j'ai mis quelques exemples. En réalité, il y a beaucoup plus de thèmes, mais initier et maintenir une conversation, comprendre l'humour ou le sarcasme, gérer les conflits ou des malentendus, gérer le harcèlement, développer sa vie affective, développer et entretenir des amitiés réciproques. Et il y a aussi des notions de consentement qui sont abordées, etc. Et c'est fait de manière extrêmement précise, avec une procédure à suivre, des phrases à dire, etc., qui vont guider aussi le groupe, mais mine de rien, on construit avec les participants du groupe les réponses attendues. C'est aussi un autre aspect qui fait que cet outil est très bien. En fait, il y a deux groupes qui ont lieu en parallèle. Il y a un groupe pour les jeunes ou les adultes, et en parallèle, il y a un groupe dit de coachs sociaux. Ils vont avoir le même contenu, mais pas forcément donné de la même manière. Les coachs sociaux, ce sont des gens qui vont pouvoir aider à mettre en place des exercices en dehors du groupe et qui vont donner les conseils que les personnes qui suivent le groupe auront vus dans l'autre groupe. Les coachs sociaux, ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur, un conjoint. Le coach social, il est choisi par la personne qui participe au groupe. C'est pas quelque chose qui est imposé, c'est vraiment la personne, quand on la reçoit, on lui dit avec qui tu es assez en confiance pour qui te coach sur cet aspect-là, pour t'aider à gérer ton anxiété sociale, c'est eux qui choisissent. Dans le groupe au sein de l'association, on a eu un conjoint, on a eu 2 mamans, on a eu des éducateurs libéraux, voilà, les coachs sociaux. Le groupe pour les personnes autistes durait 2 heures, et le groupe pour les coachs sociaux durait 1 heure et demie. Je vous ai déjà un peu expliqué le contexte du projet, je peux quand même préciser du coup où j'ai connu cet outil. En regardant sur Netflix Histoire d'amour et autisme. Alors, c'est un peu cliché la série sur Netflix, mais moi quand j'ai vu l'outil, je me suis dit ça a l'air intéressant. Donc on l'a cherché, j'ai acheté le livre en anglais. Bon, je vous dis ça, c'était il y a 4 ou 5 ans. Là c'est vraiment l'aboutissement de 5 ans de travail en réalité que je suis en train de vous évoquer. Et on a acheté le livre, on a trouvé des professionnels qui étaient prêts à porter ça avec nous. Et on s'est dit on va le faire au sein du GEMA suite aux demandes des adhérents. Mais à savoir que cette idée du PIRS, on l'avait déjà eu avant. Enfin, on en avait déjà parlé bien avant, je travaillais même au GEM. L'avantage, c'est que c'est pas un travail qui est dans un contexte médicalisé. Et là, dans le cadre du GEM, en plus, c'était dans un cadre de pair-aidance et d'entraide entre personnes du groupe. Et ensuite, d'où l'intérêt des exercices qui sont proposés, c'est ensuite de mettre en place ce qu'ils ont vu dans le groupe, dans leur vie de tous les jours. Alors, par contre, pour éviter les situations d'évitement social, dans certains exercices, ça va être de se confronter, par exemple, à aller, j'en sais rien, faire une sortie avec des gens qu'on ne connaît pas beaucoup, par exemple. Mais l'intérêt de ça, c'est qu'il y a aussi le coach social qui, avant la sortie, va être là pour réassurer la personne avant qu'elle s'y confronte. On ne jette pas la personne comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ce principe de coach sociaux. Il y a les deux en parallèle pour vraiment créer un contexte rassurant pour les personnes qui participent à ça. Alors le programme, il est assez intense. De 12 à 14 semaines à raison d'une séance par semaine d'1 heure et demie à 2 heures. En réalité, 12 à 14 semaines, c'est rapide en fait. Parce que c'est que sur 3 mois en réalité. Ça dure 3 mois. Alors nous, on essaye de faire le plus traîner possible, mais en réalité, les personnes peuvent perdre la motivation ou se décourager parce qu'il y a
il y a une évolution dans ce qu'on apprend aux personnes, et plus on va avancer dans le programme, et plus les thèmes vont être difficiles. Par exemple, il y a 2 séances sur le harcèlement. Il y en a une sur le harcèlement direct, et un autre sur le harcèlement indirect, donc ce qui va être harcèlement en ligne, par exemple. C'est des séances qu'on propose à la fin, parce que c'est des séances qui sont assez lourdes. Pareil, la séance sur la gestion de conflits, c'est une séance qui va arriver à la fin. Une fois que les personnes du groupe sont assez en confiance, etc. Alors, une séance très concrètement, c'est quoi? Elle commence par un retour sur les devoirs qui avaient été... J'aime pas le mot devoir, d'ailleurs on ne l'a pas traduit par devoir, on a mis exercice. C'est donc à chaque fin de séance, il y a des exercices donnés, donc les personnes on fait un débriefing des devoirs qui ont été donnés. Ensuite, il y a une séance où on voit de nouvelles compétences, c'est très interactif, puisqu'il va y avoir des jeux de rôle. Je précise que les jeux de rôle, ce ne sont jamais les participants qui les font. C'est les 2 animateurs du groupe qui assistent. On ne veut pas que les participants soient devant tout le monde et fassent des jeux de rôle, pour ne pas aller sur leur anxiété sociale. Ils sont que spectateurs. Et alors, ce qui est assez sympa, c'est que c'est très rigolo pour les participants parce que on joue des situations qui sont parfois amusantes où on se ridiculise. Donc, il faut être un petit peu à se dire, on fait un peu de théâtre quand même parce que et ils observent et après ils vont nous dire, là, t'as réagi comme ça. Là, je pense que ce qu'elle t'a dit, tu l'as mal pris. Donc, c'est vraiment un participatif. Mais j'insiste sur le fait que jamais un participant de groupe ne joue les jeux de rôle. Ensuite, à la fin de la séance, ils ont des objectifs concrets qui sont proposés à mettre en œuvre dans leur vie quotidienne avec l'aide du coach. Et comme je le disais, nous, en tant qu'animateurs, dans le programme, il y a toute une procédure aussi au niveau de l'éthique qu'on doit avoir quand on anime ce groupe, aussi dans le respect du fonctionnement de chaque participant de groupe. On ne va jamais aller amener un participant à faire quelque chose qui ne le... Par exemple, il y a toute une partie sur la vie amoureuse. Si la personne n'est pas en recherche de vie amoureuse, on ne va pas lui proposer de faire des exercices en lien avec la vie amoureuse. Un des aspects qui n'est pas très connu de ce programme, c'est vraiment la vie amoureuse. C'est d'ailleurs, je dirais, la plus grosse partie du programme. Je crois qu'il y a 4 ou 5 séances qui concernent la vie amoureuse. Et ce qui est intéressant, c'est que au début, on va aborder la vie amicale, et tout ce qu'on va aborder comme compétences qui sont la vie amicale vont permettre, au fur et à mesure des séances, d'aller vers les compétences qui sont utilisées pour la vie amoureuse, parce que certaines se ressemblent. On va permettre aux participants, par exemple, de différencier l'amitié et l'amour, le consentement, les signaux sociaux qui peuvent être liés à l'attirance. Ça, c'est ultra compliqué. Accepter un rejet ou soi-même rejeter quelqu'un, parce que c'est pareil, encore une fois, il y a beaucoup de personnes autistes qui vont avoir peur de dire non à une personne. Donc là, c'est vraiment apprendre aussi à la personne à rejeter la personne qui est en face. Et enfin, la communication dans le cadre de relations affectives. Et ça, c'est pareil, c'est un petit peu aussi vu dans la partie sur les gestions de conflits. Le pire, ça aide beaucoup à sortir un peu des sentiers battus. Ça te permet de plus socialiser, soit avec les gens que tu connais, et soit des inconnus. Maintenant, quand je suis dans une situation de stress, je sais quelle étape suivre pour m'en sortir. Le coach, il vous aidera à faire les objectifs qui vous seront donnés. Le coach aura lui aussi des cours pour que vous puissiez le faire, les exercices qui vous sont donnés. Exemple type, passer un coup de téléphone avec quelqu'un du groupe. Avant, je ne passais pas beaucoup d'appels téléphoniques, que je n'organisais pas de sorties avec mes amis. Que maintenant, je fais plus d'appels, je téléphone plus. Ce que je retiens, c'est la bonne entente qu'il y avait entre nous. Oui. Le fait qu'il n'y avait pas de jugement, même si on a eu beaucoup de fou rire face à des anecdotes de situations un peu gênantes. L'une de nos peurs, c'est le regard des autres quelque part. Donc, c'est vrai qu'apprendre à faire fi du regard des autres, c'est important. Ça m'a aidé et en plus, j'ai passé un bon moment avec tout le monde, surtout à rigoler.
Alors, il faut savoir que le jeune homme que vous voyez avait une forte anxiété, et le fait qu'il ait accepté, qu'il ait même demandé de faire la vidéo, pour vous dire, j'ai fait la vidéo la semaine dernière, et j'avais pas le temps de la faire, je lui ai dit c'est pas grave, tant pis, je vais pas le faire. Et je lui ai dit j'ai trop de boulot là, et il est venu me voir quand il a vu que j'étais un peu tranquille, il me dit j'y tiens à faire la vidéo s'il te plaît. Et ça c'est la preuve que ça lui a fait du bien, parce que il était trop content de se dire il y a des gens qui vont me voir parler et dire que je me sens mieux suite à la participation à ce groupe. Alors je précise quand même, l'autre jeune femme que vous avez vue, on l'a fait 2 fois le groupe. On n'avait pas la structure pour mettre en place le groupe avec les coachs sociaux. Donc cette jeune femme, elle a bénéficié du groupe sans l'appui d'un coach. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut éviter, parce que tout l'intérêt du programme et le fait qu'il fonctionne, c'est grâce à l'appui du coach, en fait. Et elle, c'est quelque chose qu'elle a dit, puisqu'on a fait 2 groupes. Pendant le premier groupe, il y a 2 ans, l'autre groupe l'année dernière. Quand elle a vu que les autres bénéficiaient d'un coach social, elle me dit non mais attends, eux ils ont un groupe Pierce de luxe, pourquoi nous on n'a pas eu ça? Je dis bah désolé, mais on l'avait fait un peu de manière artisanale, mais là on l'a fait de manière un peu plus rigoureuse puisqu'il y a la recherche qui est derrière. Est-ce que je peux te poser des questions? Alors je vais te donner un micro. Tu peux venir avec moi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Vicente Valenzuela et j'ai 22 ans. Alors Vicho, tu avais participé au groupe Pierce, toi tu n'avais pas eu des coachs par contre. Qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi tu as participé au Pierce? C'était pour quelle raison? Parce que ça m'intéresse. Et pourquoi ça t'intéressait? Est-ce que ça peut m'aider à apprendre, de partager et organiser. Organiser quoi du coup? Le groupe Pierce. Alors, je vais préciser, oui, parce que dans le Pierce, il y a organiser des sorties entre personnes aussi. Tout le fait de, quand on doit organiser une sortie avec des copains, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, à quoi il faut penser, etc. Il y a un côté très pratico-pratique aussi dans ce qui est proposé. Et est-ce que ça t'a fait quelque chose de participer à ce groupe? Oui, il faut qu'on s'apprenne à une relation amoureuse, appeler des amis et de discuter, enfin, pour affronter les peurs. Et tu dirais que tu as moins peur maintenant? Oui, j'ai moins peur. Ok. Mais d'ailleurs, la preuve, c'est que tu parles au micro. Oui. Bon, après, en fait, tu fais des slams à Nice. Ça, les gens ne le savent pas. Je regarde l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a des choses... là, l'outil, actuellement, vous ne pourrez pas l'avoir parce qu'il n'est pas du tout édité encore. On est encore au stade de la construction et de l'adaptation. Mais en tout cas, ce qui va être intéressant, c'est que cet outil qui sera diffusé en France, je ne sais pas quand, eh ben, il sera adapté à la culture française et surtout à jour. Parce que là, le livre qui est vendu actuellement, si vous l'achetez en anglais par exemple, il a plus de 10 ans et il y a plein de trucs qui ne correspondent plus du tout à comment ça se passe maintenant en réalité. Donc là, l'outil qui va être créé, je pense d'ici 2 ans peut-être, j'en sais rien, sera à jour en tout cas. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ou même à Vicente, hein. T'acceptes de répondre à des questions? Des questions, tout le monde? Morgane. Oui, Morgane? En fait, c'est pas une question, mais c'est aussi le slam qui t'a aidé aussi. Enfin, c'est les deux, j'ai envie de dire. Il a fait le groupe avant qu'on fasse des slams. Non, mais ça t'a aidé. Ah oui, avant, Ouais. c'est ça qui t'a permis d'aller faire du slam. Parce que moi, je l'ai entendu du slam. Tu as envie de le faire? Bah oui. Ça vous dirait qu'il fasse son slam? Alors, j'ai pas tu veux que je retrouve ta musique? Bien sûr. Parce qu'en vrai, est-ce que je peux mettre la musique avec mon téléphone? Normalement, si tu me branches sur le jack. Alors son slam a beaucoup de succès en plus. Donc si vous l'entendez, alors c'était pas prévu,
Qu'est-ce que vous mangez? Attends, oui. Oh, tu les as les paroles. Et il le connaît par cœur en plus, je crois. Bien sûr. Attends, je te trouve la musique. Tu vas me dire si c'est celle-là parce que je vais la mettre dans le micro. Être autiste, c'est de la peur. Les difficultés à l'école, être autiste, c'est travailler dur pour se créer les mêmes chances que les autres. C'est de chercher et finir par trouver l'amour, la joie, la gentillesse. C'est aussi du stress. Quand je parle trop vite, quand je panique, quand on ne me comprend pas ou que je ne comprends pas les autres. C'est apprendre à se sentir mieux, se faire des rencontres, de partager des instants avec d'autres personnes qui me comprennent. C'est de ressentir le manque de ma famille au Chili et de ma grand-mère. Être autiste, c'est aussi la vie, c'est aussi moi. Merci beaucoup. C'est une belle manière de finir, je pense. C'était pas du tout prévu. C'est grâce à le star Maskit Oui. qui m'a encouragé. Et ainsi mon frère. Maskit, c'est un rappeur avec qui on travaille, avec qui on a fait ça. Si vous n'avez pas de questions, merci.